Bonjour, je me présente, Monsieur El Hadj Redouane, professeur de droit public à la faculté de sciences juridiques et économiques et juridiques de Oujda. On entame aujourd'hui notre cours au profit des étudiants de l'économie sur l'introduction au droit positif. Bien sûr, vous avez eu l'occasion de voir ou d'avoir l'introduction à l'économie, l'introduction à d'autres matières. Et l'introduction au droit est une matière classique en fait du droit public, des universités et des facultés, parce qu'elle permet d'initier au cadre conceptuel producteur des règles de droit, parce que ça n'a pas existé toujours, le droit positif. C'est quelque chose de récent, relativement récent plutôt, et lié à l'État moderne. Auparavant, il y avait d'autres corpus, d'autres. Et c'est ce qui nous permettra de faire la distinction entre ce qu'il y avait avant, comment on est arrivé à la création et le développement du droit positif qui accompagne l'État moderne. Cette démarche donc se fixe comme but second de situer après l'esprit de l'étudiant dans la rationalité qu'il doit avoir dans toutes les matières qu'il aborde. L'étudiant donc, il apprend l'objectivation permanente des sciences étudiées, ce qui donne l'assise intellectuelle qui permet à l'étudiant d'interagir avec la matière et plus tard, peut-être, manipuler les règles de droit. Donc il faut comprendre l'origine, le sens actuel et après, on peut agir et interagir avec la discipline et avec la règle de droit. Donc comment la première question, comment se produit et se développe le phénomène étudié, à savoir le droit en ce qui nous concerne, et donc comment y réfléchir. Prendre donc auparavant la naissance de l'idée même de formuler les règles de droit positif. Le pourquoi du comment est très important. Mais je schématiserai au maximum, la suite sera descriptive et donc plus accessible. L'invention de l'État moderne date d'il y a 2 siècles à peine. Et le souci majeur à l'époque, d'abord à propos de l'État, parce qu'il était lié aux religions et il a fallu faire la distinction, inventer ou développer l'État laïque, c'est-à-dire que c'est l'homme qui prend en charge son destin et sa destinée et les moyens de cette destinée, y compris le développement de l'État tel qu'il l'a choisi. Pour éviter quoi? Éviter les guerres civiles qui ont marqué le Moyen-Âge en Europe, où chacun, d'abord il y avait une lutte contre le Vatican et le droit canon, et ensuite les luttes vont venir, ou plutôt entraîner les groupes, les écoles religieuses, les protestants, les catholiques et les orthodoxes dans une lutte infinie qui durera des siècles. On verra ensuite, le moment venu, que ce n'est pas toujours vrai que c'est la religion ou les religions qui ont développé ces crises. Parce que l'invention de l'État moderne, de la laïcité, c'est-à-dire de mettre de côté le religieux pour instaurer des règles de droit positif, c'est-à-dire développées par l'homme pour l'homme, ne nous fera pas d'économie de guerre civile, de guerre atroce. Donc, la naissance même et les règles de droit, c'est l'essentiel dans l'État moderne. C'est le plus important parce que c'est lui qui crée les institutions étatiques, c'est lui qui formule l'État. Et il ne suffit pas qu'il nous trace les contours de l'État moderne. Il faudra aussi qu'il nous explique, qu'il accompagne, qu'il dirige, qu'il oriente l'articulation au sein de l'État, des institutions, comment fonctionner, comment on change, comment on développe, comment on avance. Et il fera de même pour les relations humaines. Le droit positif, donc il est posé, comme on dit, en arabe on dit قانون الوضعي, c'est-à-dire وضعه الإنسان.
Et de ce fait, les chapitres qu'on développera seront l'aboutissement logique du précédent, c'est-à-dire celui-là, l'introduction, si c'est possible de dire l'introduction à l'introduction. L'aboutissement logique donc du précédent tant au niveau de la classification des branches de droit, essentiel au desquelles chaque discipline se déploie, l'organisation qui en découle et les conséquences que cela implique. Donc, l'approche permet de mieux comprendre la division, c'est-à-dire une fois qu'on aura compris l'essentiel sur lequel on s'était mis d'accord dans le droit positif, on pourra voir après facilement la différence, ou la définition et la différence qui se situe entre le droit international, le droit national, l'interactivité qui lie les deux, et elle rend intelligible donc la distinction publique et privée, parce que non seulement il y a un droit international public, mais il y a aussi un droit international privé. Il y a un droit national, c'est vrai, mais il y a au sein du droit national, il y a le droit privé et le droit public. Et tous ces branches de droit interfèrent entre elles. Et l'essentiel pour nous, c'est de mettre en évidence chaque fois l'enjeu réel de la règle de droit. L'enjeu réel. Parce que comme on va le voir, des écoles, ils ont essayé de définir la règle de droit, mais toutes les écoles ne sont pas mis d'accord sur ce qu'on entend par la règle de droit. Et de ce fait, on est obligé de revenir un peu en arrière pour comprendre l'évolution de ces règles de droit et l'acceptation, comment on les comprend, comment on les définit. Donc l'enjeu de la définition du droit lui-même pose, c'est-à-dire un problème important dès le départ, dès l'évolution. La connaissance donc, du droit s'est heurtée dès le début au problème de sa définition et le conflit intellectuel engendré a révélé l'ampleur des intérêts qui évoluent parallèlement à la règle juridique. Elle n'est pas abstraite, elle n'est pas tombée du ciel, c'est le cas de le dire, mais elle n'est pas neutre. D'autant plus que des écoles de pensée très variées, souvent contradictoires, découlent de cette tendance et qui se sont distingués à ce niveau, ce qui a permis d'enrichir le débat et mieux cerner le sujet de l'étude, appréhender ce qu'il laisse voir et ce qu'il peut cacher. Dans les définitions du droit, il y a deux corpus. Le premier, c'est les définitions substantielles du droit et la définition formelle. Et là, dans le droit, vous allez trouver toujours ce dualisme entre ce qui est substantiel et ce qui est formel. Ce sont deux acceptations qui concernent la même chose, c'est-à-dire la règle de droit. On peut distinguer, comme on le verra par la suite, entre ce qui est écrit, le sens, c'est-à-dire à première vue, et ce que peut cacher la règle de droit. C'est pratiquement de la linguistique, quelquefois. Et c'est toute la différenciation, comme on le verra plus loin, entre l'intelligence des avocats, de la jurisprudence des spécialistes. C'est comment la même règle, on peut l'interpréter. On peut l'interpréter de plusieurs façons. Et c'est celui qui a la meilleure interprétation, en fait, qui gagne. Seulement l'interprétation n'est pas un fait individuel seulement. Il faut donner les éléments qui corroborent cette interprétation. Donc il faut chercher tout ce qui ramène, qui soutient cette thèse. Mais là, on en est encore à la définition, et de ce fait, les définitions substantielles, c'est-à-dire, ils ne vont pas s'arrêter. On ne connaît pas tout à fait, on n'attache pas la définition à la forme de la règle, la définition du droit à la forme de la règle. On va dire que ce qui compte, c'est la coutume, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est ce qu'on a trouvé les autres, nos prédécesseurs. Et c'est tout l'enjeu, à savoir, c'est-à-dire on va se développer le droit coutumier. Il existe encore dans les pays anglo-saxons, mais l'enjeu, il est ailleurs.
Les définitions substantielles au droit mettent en jeu, et vous avez là les éléments, c'est-à-dire les idées principales, c'est à vous de les développer ensuite. Le jeu du contenu de la règle, le sens véhiculé par la notion du droit. Ce qui compte, ce n'est pas si elle est écrite ou pas, c'est qu'est-ce qu'elle signifie. C'est tout l'enjeu. On ne peut pas la comprendre tous de la même façon. Donc le jeu du contenu de la règle, le sens véhiculé par la notion du droit, elle constitue globalement deux approches radicalement opposées dans la définition du droit. La première est qualifiée de l'école naturelle. Celle-là, c'est la plus ancienne, parce que comme on l'a dit, on essaie, on va chercher à l'époque, c'est-à-dire au moment où on développe le droit positif, à écrire le droit, et qu'il soit une émanation de l'homme. Mais il y a eu des tentatives d'écriture, depuis Hammurabi, depuis Babylone, et par la suite en Grèce. Mais l'arrière-pensée de cette écriture, de cette définition de la règle de droit, reste liée à des éléments extérieurs, soit le ciel, soit dans la nature. Et là, c'est l'école naturelle dont on parle. Ce qu'on voudrait, c'est la raison elle-même, la raison de l'homme. C'est-à-dire, on est à l'âge des Lumières, et donc on veut rationaliser la règle de droit et la production des règles de droit. Donc, pour revenir en arrière, la première, donc, qualifiée de l'école naturelle, elle s'est développée dans la civilisation grecque. La seconde englobe plusieurs tendances désignées par l'expression approche positiviste. Et donc là, vous voyez qu'on trouve déjà un terme qui est attaché à la matière elle-même, le droit positif, et on a des approches positivistes, ce qui signifie que le droit naturel est vieux dans le temps, le droit positiviste ou les approches positivistes, ils sont récentes. Elles se sont développées avec le développement et l'avancement de l'État moderne et les moyens avec lesquels on va faire fonctionner l'État moderne. Donc dans l'approche naturelle ou idéaliste, notre ami Platon dira que l'idéal du droit, c'est-à-dire il avait défini le droit ou l'idéal du droit naturel qui était la recherche de ce qui est juste. Autrement dit, le souci de chercher la justice explique le développement des règles de droit. Il n'y a pas plus abstrait. Aristote il était à l'écart ou s'opposait à Platon sur plusieurs thèmes. Et là, il va nous dire que la règle de droit se veut conforme à l'ordre naturel des choses. En fait, ça cache beaucoup de choses. Chercher ce qui est juste par rapport à quoi? À une définition de l'individu, de la société, ou d'un groupe d'individus qui maîtrisent, qui contrôlent la société. Aristote nous dit que le droit se retrouve ou se trouve dans la nature. Tout ce qu'on a fait, c'est l'extraire de cette nature. Et on l'a codifié pour en faire le droit de la cité. Et oui. Mais si on voit la nature des relations socio-économiques au sein de la Grèce antique, on va trouver qu'il y a des maîtres et des esclaves. Les Grecs sont libres de leur mouvement, plus ou moins. Mais l'étranger, lui, s'il ne peut pas se défendre, n'importe qui, dans n'importe quelle condition, il peut être réduit à l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien, dans la réalité, dans la pratique, qu'il y avait un peuple, qui est le peuple grec, qui était souverain, qui était noble, qui était le maître, et tous les autres peuples, toute la Méditerranée pratiquement, étaient susceptibles d'être asservis par ce peuple. Et le droit grec, il protège cette réalité. Il protège les intérêts des Grecs et confine les restes de population, des peuples de l'époque, à ce dilemme.
vous avez le moyen de défendre votre liberté, ou vous êtes réduit à l'esclavage. Et donc c'est tout le défaut du droit naturel de l'époque. C'est le manquement. L'inégalité entre les hommes est entérinée par cette conception du droit. Et l'esclavage justifié. Mieux encore, ils vont nous dire que le droit est immuable, il ne bouge pas, il ne change pas, il n'évolue pas. Donc les situations sont fixes. L'homme libre, il a des enfants qui naissent libres, qui grandissent libres, et l'homme esclave, il engendre des esclaves, et ainsi de suite. Chacun reste dans sa répartition, dans son petit coin. Et la roue de l'histoire tourne. La civilisation grecque s'efface et arrive après Rome et la civilisation romaine. Qu'est-ce qui se passe? Les Romains réduisent les perdants, c'est-à-dire les gagnants d'hier, les souverains d'hier, à l'esclavage. Ils ont perdu les guerres, ils ont perdu les civilisations. Et ils sont réduits à l'esclavage, dans une grande majorité. À ce moment-là, le grec, le penseur grec, le philosophe grec, il va entreprendre une autocritique. Parce que soit il doit admettre qu'il est né, ou qu'il n'est, même s'il n'est pas né esclave, du moment qu'il est devenu esclave, il est condamné, lui et sa progéniture, à l'esclavage. Ça, c'est le droit comme il l'a défendu, comme il le défendait auparavant. Il est immuable, il ne bouge pas. Soit il doit trouver autre chose pour chercher sa liberté et la liberté des siens. Donc, est-ce qu'il reconnaît que sa situation en tant qu'esclave va perdurer, il doit l'accepter comme telle, ou est-ce qu'il va développer des règles de droit autrement qui lui ouvriront un espoir dans l'avenir? Le philosophe qu'on donne comme exemple, c'est Cicéron, lui qui sera justement esclave à Rome, où il sera maître d'école de ses nouveaux maîtres, pour les enfants de ses nouveaux maîtres. Lui, il va reconnaître, parmi les premiers à reconnaître, que le droit et la règle de droit est relatif. Est relatif. Ce qui est vrai aujourd'hui peut se révéler faux le lendemain. Ce qui est vrai aujourd'hui peut se révéler faux un autre jour. Et pas forcément faux, c'est juste l'évolution des choses. La règle d'aujourd'hui ne sera plus apte, plus acceptée, plus actuelle à l'avenir, et ainsi de suite. Donc le premier à relativiser la portée des valeurs véhiculées par le droit, c'est notre ami Cicéron. Elle change, dira-t-il, selon l'époque, le pays et la population. Donc on intègre pour la première fois cette relativité, nisbiyat al-qawaïd al-qanouiyya. Ce qui ramène aussi à la relativité des choses en général. Relativité des choses en général. Plus tard, au début de l'ère moderne, Hegel admettra de ce fait en affirmant que le droit naturel est l'autoréalisation progressive de la liberté. Ce n'est pas pour rien qu'il sera critiqué, parce qu'on ne peut pas être plus abstrait. On reste dans l'abstrait. Dans une image qui fait valoir l'auteur et sa civilisation au détriment des autres, l'autoréalisation progressive de la liberté. Ça veut dire quoi? En fait, on nie des éléments extérieurs, l'ingérence de la vie, du mécanisme de la vie, les rencontres, les relations socio-économiques dans la société et au sein de la société. On ne veut même pas admettre qu'en fait, s'il y a un dominant et un dominé, il doit y avoir des raisons.
Ces raisons, si on les explicite, on comprendrait mieux les règles de droit. Ça sera l'enjeu des auteurs qui vont essayer de définir plus loin les règles de droit. On arrive aux doctrines positivistes, et comme je l'ai dit, vous voyez que le terme s'apparente à l'appellation du droit. Les points de vue rejettent ici toute métaphysique pour la définition du droit, soit-elle d'ordre naturel ou divin. Ça, ils sont tous d'accord. La distinction se fait habituellement entre trois grands courants dans cette école, ou ces doctrines. Chaque courant est composé d'écoles divergentes. Donc les doctrines positivistes, elles sont récentes. Elles vont essayer de dépasser, et d'un côté, la notion de droit naturel, parce que, comme on l'avait dit, il est critiqué par Cicéron, par les autres, et ils vont poser avec le droit, poser avec l'état moderne, la pensée, tout est développé, il y a des révolutions intellectuelles à l'époque qui vont entraîner ce positivisme. L'homme, il veut maîtriser tout, rien que par sa pensée. Il a fait des percées importantes dans les sciences, dans la physique et dans la mécanique. Et donc, pourquoi pas dans son destin à lui? Et qu'est-ce qui lie, qu'est-ce qui attache, qu'est-ce qui est important dans le destin de l'homme? Eh bien, les règles de droit qui gèrent sa vie, ses intérêts au sein de l'État. Et l'État lui-même. L'État de lui-même, c'est un ensemble de règles de droit. Donc la première, c'est l'école sociologique. Cette école, ce sont des sociologues qui vont essayer de défendre une vision qu'ils ont du droit et le développement du droit. On dit l'école sociologique parce qu'eux, ils ramènent l'apparition, le développement des règles de droit à la société. Ils disent que les règles de droit sont sécrétées par les relations et l'interaction des individus au sein de la société. Donc c'est la société qui fait apparaître les règles de droit. Et dans le pire, c'est-à-dire l'homme ou le législateur, il ne fait que codifier, écrire ou enregistrer les coutumes qui se sont développées à travers ces interactions entre les individus. Mais ça va poser une autre problématique, à savoir si les règles de droit émanent de la société, sont sécrétées par la société le plus naïvement du monde. Est-ce que la règle de droit interfère, change, touche aux règles et à l'interaction sociale, les mœurs sociales, ou est-ce que c'est l'inverse? Comme ils le prétendent, chaque fois qu'il y a un changement dans la société, les règles de droit changent d'elles-mêmes. En fait, leur but, c'est de contrôler ou de vouloir en faire de la matière du droit, la matière juridique, une affaire de sociologie. Et donc, seuls les sociologistes ou les sociologues, je dirais à l'époque, il n'y a pas de sociologue au sens propre, c'est pour ça qu'on dira que cette école, par ce biais, elle veut contrôler le développement du droit positif. Mais c'est vrai, d'un côté, le droit agit sur la société et la société agit sur les règles de droit. Mais ce n'est pas toujours le cas de ce qu'ils prétendent, à savoir que c'est la société, l'évolution sociale qui change les règles de droit, qui sécrète les règles de droit. Quelquefois, des petites minorités actives, dynamiques, peuvent imposer des règles qui répondent à leurs intérêts à la majorité. Prenons par exemple les élections à l'heure actuelle, maintenant.
on trouve dans la majorité des pays, le vote ou les votants représentent 55-60% maximum de la population totale en droit de voter. Si dans les élections, il y a un gagnant à 51 ou 52%, les 51 ou 52%, ils sont des 60%. Autrement dit, on en est à 30% des votants. Ça, ce n'est pas la majorité. C'est juste la majorité de la population en droit de voter. Non, c'est la majorité des personnes qui se sont déplacées pour voter. Donc au départ, on a 60% du nombre global, et au sein des 60%, seulement 51 ou 52% vont gagner les élections. Mais ils ne représentent dans la globalité que les 30%. Donc c'est un tiers de la population qui impose aux 2 tiers sa vision des choses, ses intérêts. Et ça, ce que les éco-socialistes essaient d'éviter d'en parler, à savoir les intérêts en jeu. Donc ce n'est pas forcément la société qui sécrète toujours, c'est-à-dire ça arrive, même c'est le rôle du législateur de voir les changements, de regarder loin et de scruter l'horizon pour voir tous les changements possibles et de préparer les règles de droit à cet effet. Et on verra que les mécanismes de la production des règles de droit, ils ont cette vocation. Seulement, ce n'est pas seulement le cas. Ce n'est pas toujours les événements qui changent, mais une minorité qui apparaît dans l'image de la majorité peut produire des règles qui s'imposent à la majorité et fait changer les comportements des individus. Donc, cela, c'est le droit qui change les comportements de la société. Ce n'est pas la société qui change les règles de droit. Donc, c'est la critique qui a été faite à l'école sociologique. Le rôle du droit est justement de dominer les faits sociaux. Autrement dit, il doit contrôler ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut se passer à l'avenir. Donc il n'est pas seulement la sécrétion de la société et des interactions de la société. Et s'il est capable de jouer ce rôle, c'est qu'il lui est possible d'influencer les faits alentour et les relations au sein de la société, comme on vient de l'expliquer. Donc il n'est